Nous allons démarrer cette conférence en ligne donc sur la thématique mécanique de rue, retour sur une recherche-action. Donc c'est une conférence en ligne organisée par le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Conférence qu'on organise dans le cadre d'un chantier de travail autour de la thématique économie informelle et économie sociale et solidaire que le RTES souhaite explorer durant 2 ans. Avec un double objectif et de favoriser le partage d'expériences entre collectivités territoriales autour de cette thématique et aussi de mettre à disposition et de créer de la ressource auprès notamment des collectivités territoriales. Pour cela, deux actions principales. D'une part, la création d'un groupe de travail entre collectivités territoriales adhérentes qui vont vraiment se pencher sur le sujet de manière plus approfondie pendant 2 ans et des temps comme celui-ci d'apport extérieur de personnes qui se sont plus fortement penchées sur le sujet, soit à travers leurs recherches, leurs projets, leurs travaux. Aujourd'hui, donc, on va plus particulièrement parler de la mécanique de rue, ou des pratiques informelles autour de la mécanique automobile. Et pour cela, nous avons fait appel notamment à deux témoins, donc qui sont Abou Ndiaye, qui est sociologue et directeur de l'atelier des recherches en sciences sociales à l'ARES, mais qui aura l'occasion d'en dire plus ensuite, et Valentin Perrineau, qui est chargé de mission à la direction de la rénovation urbaine et de la politique de la ville à Plaine Commune, mais là aussi, il aura l'occasion de se présenter davantage. Voilà, j'arrête juste mon partage d'écran. Hop, pour qu'on puisse tous bien se voir. Et donc, nous allons démarrer. L'idée, c'est qu'on ait un échange dans un premier temps avec Abou Ndiaye et Valentin Perrineau. N'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là dans le chat, que je puisse les relayer et qu'on garde ensuite un temps d'échange et de discussion entre nous. Alors, pour démarrer, je vais inviter Monsieur Ndiaye qui est sociologue et qui a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises sur le sujet des pratiques informelles et notamment de la mécanique de rue, à nous proposer des définitions de ces concepts ou pratiques que sont l'économie informelle et la mécanique de rue. Monsieur Ndiaye, il faut que vous remettiez le micro, on ne vous entend pas. Voilà. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vois plusieurs noms que je connais, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger ou de travailler. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Abou Ndiaye, je suis sociologue et je suis donc directeur de l'atelier de recherche en sciences sociales, qui est donc un organisme de recherche qui est rattaché à la Fondation Maison des sciences de l'homme à Paris et d'une certaine façon aussi dans le campus Condorcet, pour ceux qui connaissent maintenant le campus Condorcet. Voilà. Et donc, en fait, cet après-midi, je vais revenir avec vous sur d'abord un premier échange autour de la notion de mécanique de rue, comment on a trouvé cette notion et comment on l'a travaillée, nous, pas seulement nous, mais à plusieurs, puisque comme vous le savez, la recherche, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, même si nous, on peut défricher un terrain ou d'autres, etc. Enfin, je reviendrai sur tout ça. Et sur le deuxième aspect, qui est donc ce qu'on va nommer, on va dire, les pratiques informelles, ou en tout cas l'économie informelle. Et là aussi, je nommerai quelques éléments de repérage. Ensuite, dans un deuxième temps, on reviendra sur le projet qui a été le projet, on va dire, précurseur en ce qui nous concerne, donc qui est le projet qui a eu lieu donc sur Stein et donc dans le grand territoire de Plaine Commune. Et je reviendrai sur quelques éléments de la méthodologie et des résultats. Et puis, en fin de
cette présentation sur les résultats et la manière dont on a cherché à faire des propositions qui partaient de ces résultats. Donc, voilà, ça fait donc 3 temps. Et en dehors de tout ça, après ma première et ma deuxième intervention, Valentin Perrineau pourra, en ce qui nous concerne, ramener la question sur enfin, en tout cas, la manière dont le grand territoire pleine commune s'est saisi en fait, des travaux que nous avons réalisés à cette époque-là et comment, à ce jour, ça s'est, en tout cas, comment ça se travaille actuellement sur pleine commune, ainsi que ces collègues de STAN qui pourront rajouter également la manière dont, spécifiquement à STAN, ils sont en train de travailler sur cette question-là. Et j'ai compris qu'il y avait aussi un élu de STAN qui est présent dans le groupe et qui pourra probablement aussi donner des informations sur tout ça, en n'oubliant pas par ailleurs qu'il y a aussi, par exemple, le GRDR qui a participé en partie à ce projet qui pourra là aussi donner quelques précisions sur la manière dont effectivement s'est constitué tout ce groupe qui est le groupe qui est en charge de l'accompagnement de ce projet-là. Et par ailleurs, donc, je présenterai aussi de façon un peu plus large les travaux que nous avons réalisés sur le sujet, de façon à montrer que bien qu'on parte spécifiquement à partir du projet de STAN, c'est déjà un peu plus large puisque nous partons aussi sur des questions qui sont en rapport avec aujourd'hui 5 projets autour de la mécanique de rue. Voilà. Donc, j'en arrête là sur la première présentation de ce dont nous allons discuter. En vous invitant, si vous avez des questions par la suite, il y a nos coordonnées qui seront à la fin d'une diapo, puisque je présenterai dans la deuxième partie une diapo qui sera partagée et qui sera mise à votre disposition après. Voilà, il y aura nos coordonnées là-dessus si vous avez des questions, etc. Voilà. Bon, donc maintenant, pour revenir sur le vif du sujet, c'est-à-dire qu'en fait, la première question, c'est qu'est-ce que c'est, on va dire, l'économie informelle ou qu'est-ce que ça recouvre, les pratiques informelles. Alors, donc, évidemment, là, je ne vais pas reprendre tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans l'avis du CNV qui a été rendu il y a 2 ans maintenant et qui reprend à peu près beaucoup de choses sur cette question-là. Donc, je vais essayer d'être plutôt synthétique sur tout ça. Déjà, je pense qu'on ne peut pas concevoir la notion aujourd'hui, regarder cette notion-là sans la représenter à l'intérieur de quelque chose qui est l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, je crois que c'est déjà la grosse notion qui depuis, j'allais dire, bientôt 100 ans, voire plus, fait son chemin, sans pour autant avoir été nommée comme telle, mais tout en ayant toujours, j'allais dire, étoffé ses caractéristiques qui sont être un tiers secteur qui a comme objectif central moins la lucrativité comme peuvent l'avoir les entreprises, je dirais, du secteur marchand, mais qui ne visent pas nécessairement à faire des déficits non plus, mais qui cherchent principalement à répondre à ce que l'économie marchande a délaissé comme ne pouvant pas ou ne relevant pas de choses qui sont rentables, on pourrait dire ça comme ça, ou qui ne sont pas assez productives. Donc, en fait, une façon de faire société qui est un peu à côté des normes d'efficience, c'est-à-dire en fait le ratio habituel qui est de prendre les moyens qui sont mobilisés et les résultats économiques qui sont donnés. Là, donc, en fait, ce qui est plutôt au centre, c'est déjà une pratique qui répond à une utilité sociale, mais de façon durable. Donc ça, je le donne comme première présentation, puisque ça permet après de savoir qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre délimitation de ce qu'on appelle les pratiques informelles. Dans les pratiques informelles, alors, c'est d'abord, avant tout, si on prend, j'aime bien prendre cette précaution, il faut présenter le système dans les pays du Nord et le système dans les autres pays du monde. Quand on s'arrête aux pays du Nord, dont la France, on a une définition, on va dire, de l'économie informelle par l'ensemble des pratiques
plus ou moins économiques, donc qui créent de la valeur, mais qui échappent au contrôle de l'État, à la fiscalisation, etc. Donc, en gros, des pratiques qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas régulées par l'État et qui ne demandent pas l'autorisation ou qui ne sont pas finalement faits avec l'aval de l'État, dans ce sens large. Mais dans d'autres pays, on verra qu'en fait, c'est un peu différent. Et je reviendrai un peu plus en détail sur ces petites différences-là. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est déjà les choses qui se passent dans les quartiers, j'allais dire, des grands ensembles, dans les quartiers qu'on appelle aujourd'hui QPR, donc les quartiers de la politique de la ville, où il s'agit en fait de voir qu'en fait, dans la situation quelquefois difficile que peuvent vivre certains habitants, ou une partie généralement des habitants des quartiers populaires, les habitants finissent par imaginer, créer des réponses à des besoins qu'ils ont, qu'ils ne trouvent pas d'autres prestataires. Donc, que l'État ne prend pas en charge, que l'économie marchande ne prend pas en charge. Donc, ils inventent d'une certaine façon des pratiques qui répondent à des besoins, j'allais dire, du territoire. Donc, ça, c'est un élément important. Alors, dedans, évidemment, il peut y avoir une différence à faire, et moi, je veux bien faire cette différence-là, entre ce qui peut relever de pratiques donc illégales. Illégales, ça veut dire non autorisées, mais à différencier des pratiques qui non seulement sont illégales, mais sont sur des produits qui sont illicites ou des pratiques qui sont illicites. Donc, je fais cette différence-là pour dire qu'en fait, il y a des pratiques qui ont une double illégalité et des pratiques qui ont une simple illégalité. L'essentiel, c'est que ces pratiques-là sont des réponses, d'une certaine façon, à des besoins. Tous les besoins sont-elles bonnes à satisfaire? Je vous laisserai le soin de répondre à cette question, mais ce qui est important, c'est de dire qu'il y a une demande sociale forte qui trouve des réponses à sa hauteur dans la proximité. Voilà, c'est ce que je peux nommer comme première délimitation des pratiques informelles ou de l'économie informelle. Pratique et économie, en fait, l'économie, c'est l'ensemble de ces pratiques-là qui sont, je pourrais donner quelques exemples. On voit dans certaines villes de la vente alimentaire, on va dire, dans la rue, on voit que ce soit du jus, des beignets, des brochettes, des sandwichs, etc. Mais c'est également tout ce qui peut relever des pratiques de glanage. Donc, on ramasse des choses, on récupère des choses, des invendus, des choses qui sont jetées, etc. C'est également ce qu'on peut nommer les bissins, qui récupèrent et revalorisent et revendent des choses, là aussi, ou des objets. Enfin, choses et objets ici sont équivalents. On peut penser à tout ce qui se passe autour de la récupération, par exemple, dans les déchets, des objets qui sont plus ou moins obsolescents, qui sont jetés dans les poubelles, dans les résidus, etc. Toutes ces pratiques-là se relèvent également de pratiques informelles, puisque, d'une manière générale, ça ne relève pas d'organisations qui sont, j'allais dire, agréées pour faire ces pratiques-là. Ça, c'est la première nuance. Ensuite, il y a, par exemple, on pourrait dire que petit à petit, depuis plusieurs décennies, et je dirais peut-être pas plusieurs siècles, mais en tout cas depuis au moins un siècle, on sait qu'il existe des pratiques dans toutes les communes de France pour faire face à toutes ces questions-là autour de ce qu'on a nommé maintenant l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc ça, c'est les premières choses. Dedans, donc, on met bien sûr la mécanique de rue. Mais je reviens donc sur la mécanique de rue. La mécanique de rue, c'est la deuxième partie de la proposition de la définition. C'est la mécanique qu'on a souvent, autrefois, avant de démarrer sur notre travail, qui donc date maintenant d'il y a 5-6 ans, tout le monde, y compris dans les médias, y compris dans les littératures politiques et administratives, parlait de ce qu'on nommait à l'époque mécanique sauvage. Mécanique sauvage, nous avons considéré qu'en fait, dans cette dénomination, il y a quelque chose que l'on reprend toujours sans se poser des questions, mais la sauvagerie, on ne sait pas toujours à quoi elle se réfère. Est-ce que c'est le fait de fuir? Et auquel cas, tout ce que je viens de nommer n'a pourtant pas été qualifié de sauvage.
Et voilà. Donc, on pense qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus neutre du point de vue social d'appeler ça de la mécanique de rue, puisque c'est une mécanique qui se passe le plus souvent dans la rue. On pourrait aussi appeler ça la mécanique en plein air ou mécanique ambulante. Mais la mécanique de rue, c'est d'abord et avant tout toutes les pratiques de réparation automobile qui se font dans un lieu qui n'est pas prévu pour la réparation automobile. Donc, qui n'est pas prévu pour cette activité et qui s'inscrit donc dans une économie informelle. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut dire là-dessus. Et le deuxième élément, c'est de rappeler qu'en France, les lieux qui sont prévus pour la réparation automobile, nous en avons recensé 5 natures de lieux qui sont recensés pour la pratique de la mécanique. C'est d'abord les ateliers des concessionnaires qui sont en fait le plus gros et le plus important, donc les concessionnaires, les garages indépendants, les centres auto, eh bien, c'est toutes ces structures qui font de l'entretien courant, qui changent des pneus, etc. Bon, je ne vais pas les nommer, mais vous voyez de qui je parle, donc c'est les centres auto. Ensuite, il y a les self-garages. Les self-garages, c'est des structures dans lesquelles, a priori, on vient pour réparer soi-même sa propre voiture. Mais on voit que dans la pratique, ce n'est pas exactement ça qui se passe, notamment ce qui se passe, on pourrait revenir sur le cas de la ville de Stein où on avait retravaillé, où on avait travaillé la première partie de notre questionnement autour de cette mécanique-là, autour du garage qui s'appelle le Moulin Neuf, par exemple. On va revenir là-dessus. Ça, c'est un exemple qui s'appelle un self-garage, mais qui n'est pas réellement un self-garage. Ensuite, il y a le 5e type de catégorie de lieux de réparation automobile, c'est ce qu'on va appeler les garages solidaires. Alors, donc, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'on pourrait reprendre autour de l'ensemble de ces 5 choses en disant, en fait, tout ce qui se passe en dehors de ces 5 éléments-là, c'est ce que nous nommons, nous, réparation automobile mécanique de rue. Voilà, donc voilà, ça nous permet d'avoir très vite les grandes lignes de ce que, de quoi on parle cet après-midi. Voilà. Donc maintenant, je vais me permettre d'enchaîner tout de suite avec une. Oui. Non, non, merci à vous, très bien. Si vous enchaînez, voilà, je voulais justement vous interroger, du coup, rentrer plus dans le vif avec, voilà, les travaux que vous avez menés à Stein. Rappeler peut-être le cadre, comment cette recherche-action a démarré Oui. et ensuite Alors, est-ce présenter. que j'ai la main pour partage d'écran? Oui. Voilà, partage d'écran. Donc, hop, partager. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, nous voyons votre écran. Voilà. Donc, ce projet-là, attendez, je vais déjà le mettre en mode diapo. Donc, le contexte de ce projet-là, c'est un projet, comme vous le verrez dans cette première diapo, qui se situe en 2015-2016, au moment où, dans la ville de Stein, Stein comme pleine commune, avait concouru à un PIA, un programme d'investissement d'avenir, qui s'appelait donc Ville durable et solidaire. Et dans ce cadre-là, donc, la ville de Stein et pleine commune avaient souhaité faire un partenariat de recherche avec notre équipe. Donc, cette équipe était constituée de l'Université Paris 8, où moi j'enseigne aussi, mais j'ai enseigné à cette époque-là, mais ce n'est pas mon métier premier est chercheur. Et nous étions également dans une configuration avec le laboratoire LAVU, donc qui est à la fois un laboratoire de Paris 8 et de Nanterre, et il y a l'atelier de recherche en sciences sociales, donc qui est un laboratoire qui est rattaché à la Maison des sciences de l'homme. Et donc, l'ensemble était constitué d'une équipe de 7 chercheurs, dont 2 co-responsables scientifiques, donc Agnès de Boulay et Khadija Mamoun. Et moi, donc, j'étais co-responsable scientifique de cette recherche. Et en même temps, c'est moi qui coordonnais l'ensemble de la recherche pour l'ensemble du consortium. Donc, je suis donc le responsable administratif, on va dire en quelque sorte, et scientifique
global du projet. Alors, le projet donc se situait donc dans le cadre de ce PIA, où il s'agissait d'essayer de comprendre deux choses. D'abord, de voir de quoi il en retournait, de quoi il s'agissait en fait, puisque dans la ville, il y avait plus ou moins des idées sur ce qu'il en retournait. Certains pensaient qu'il y avait des pratiques liées à des trafics automobiles, d'autres pensaient que c'était plus des pratiques liées à, on va dire, à la solidarité de proximité autour de la réparation automobile, etc. C'était donc la première portion de la question qui nous était posée. La deuxième portion qui nous était posée, c'était de voir quel lien on pouvait faire entre cette pratique de réparation automobile, donc autour de la mobilité, et ce qu'on appelle le reste pour vivre des habitants, c'est-à-dire voir comment cette pratique avait un parti lié avec, on va dire, les ressources dont disposaient les familles habitants dans les deux quartiers de cette ville qui était concernée par cette étude, qui était donc le quartier qu'on a appelé le quartier numéro 1 et le quartier numéro 2. Je laisserai, si les Stanois ont envie de donner des précisions sur le nom des quartiers, je préfère rester comme ça dans une précision plus factuelle, mais sans rentrer plus dans ce détail-là. Mais l'idée, c'était de comprendre donc quel était le lien entre les revenus et cette activité-là de pratique, de mécanique dans les quartiers de cette ville. Et notamment, pour ce qui est de la pratique mécanique, c'était dans l'ensemble de la ville, même si c'était à partir de ces deux points-là, qui étaient les deux quartiers de la politique de la ville. Et donc, ce programme d'investissement d'avenir avait donc, je crois qu'il y avait 200 candidatures, et sur les 200 candidatures, la ville de Stein et pleine commune ont été lauréats de ce programme d'investissement d'avenir, avec l'ensemble du travail qui a été mené, puisque nous étions également en charge de la mise en place de ce qu'on appelait les tableaux de bord, qui permettaient de voir comment évaluer l'ensemble des autres activités qui faisaient partie de ce programme, enfin, du paquet que l'ensemble des deux collectivités présentaient pour ce programme d'investissement d'avenir. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail sur les autres aspects, je m'en tiendrai beaucoup plus à vous présenter ce que nous avons mené pour élucider ce rapport entre le reste pour vivre et la pratique de mécanique, et en rentrant un peu plus en détail sur ce que nous avons mené, quelle est toute la méthodologie que nous avons employée et quels sont les résultats auxquels on est parvenu et qu'est-ce qu'on peut tirer de ces résultats en termes d'informations à la fois totalement locales, mais également d'informations qui sont d'une certaine façon généralisables à d'autres territoires à peu près proches, même si je ne prétendrai pas dire que l'ensemble des territoires de France peuvent se retrouver dans ce que nous avons essayé, en tout cas, d'obtenir comme résultat, encore moins même de dire que toute la ville de Stein se retrouve dans ces résultats. Mais en tout cas, pour cadrer tout ça, c'est sur deux quartiers dans l'ensemble de la ville de Stein pour ce qui est des pratiques de mécanique. Et donc, par ailleurs, juste pour rappel, nous avons mené 4 autres projets dans d'autres territoires, dont un autre projet qui vient de finir toujours dans l'établissement territorial pleine commune, et un projet qui a été mené à Villiers-le-Bel, donc dans le Val d'Oise, un autre projet qui a été mené à Nanterre, donc dans les Hauts-de-Seine, et un autre projet qui a été mené à Reims, dans, on va dire, le Grand Est. Voilà. Donc, pour donner un peu la teneur de tout ça, et nous menons actuellement de travaux de comparaison au niveau international pour mieux comprendre, voilà, puisqu'on a compris qu'une bonne partie des questions qui sont posées en France se posent également ailleurs, donc on essaie de comprendre ailleurs comment aussi cette question, elle est traitée et comment elle peut nous aider à comprendre ce que je disais tout à l'heure sur les nuances qu'il peut y avoir entre cette définition que j'ai donnée tout à l'heure de l'économie informelle et ce qu'on peut observer quand on regarde ce qui se passe dans d'autres territoires en matière de réparation automobile. Voilà. Excusez-moi,
Oui, Excusez-moi, Abou, est-ce que vous avez la possibilité de mettre votre écran, enfin de lancer le diaporama? On a une demande dans le chat car les gens ont du mal à lire. Donc je crois que c'est dans... diaporama. là, vous allez dans l'onglet diaporama en haut. Alors, diaporama. Le problème, C'est c'est qu'il y a le, partage d'écran. c'est le 7e après accueil. Si tu es là, ok, je ne vois pas. Ouais, à gauche. Ok, je vais déjà, excusez-moi. Bon, mais après, Non, mais c'est compliqué. parce qu'en fait, comme en général, j'ai un double écran, donc c'est beaucoup plus facile. Là, pour le coup, je vais voir si je peux. Est-ce que c'est plus grand, là? À bout, dans la barre Non? Non, que vous avez en haut, il y a marqué diaporama, insertion, conception, transition, un peu animation, en dessous. diaporama C'est en dessous. bien comme Ouais, ça? voilà, Ah c'est oui, bon. parfait. Bon, Merci. je vous en prie. Donc, nous en étions sur ce contexte. Donc là, je vais m'arrêter mais rapidement sur la méthodologie. Donc, nous avons fait d'abord, alors ça s'est pas passé scindé comme on l'a fait en deux parties comme ça, en mettant la partie étude quantitative et la partie étude qualitative. Mais quand on reconstruit les choses, après tout, ça donne ça, même si on a d'abord commencé par la partie qualitative, donc c'est-à-dire plusieurs mois d'observation pour d'abord identifier et vérifier de quoi il en retournait dans la pratique dans ces deux quartiers d'abord, mais sur l'ensemble de la ville en ce qui concerne la pratique de la mécanique, la localisation des pratiques dans l'espace, le repérage des formes, les récurrences, les rotations des ateliers, etc. L'identification des types de rapports à la clientèle, les types de réparations proposées, demandées, les tarifs qui sont comparés avec les tarifs des garages et des ateliers nomades. Donc, tout ça, on a cherché, dans un premier temps, à comprendre ce qu'il en était. Avant de poser la question à qui que ce soit, à quoi que ce soit, on regardait, on était donc une équipe de 7 personnes investies dans la ville pendant plusieurs mois en essayant de comprendre tout ça. Ensuite, on a essayé de faire ce qu'on a appelé des questionnaires. Donc, on repart, on quitte la partie qualitative pour retourner dans la partie quantitative. On a fait un questionnaire qu'on a fait remplir à 50 mécaniciens ambulants. On a fait un formulaire qu'on a fait remplir à 100 familles des deux quartiers de cette ville, une centaine de familles. Ensuite, on est reparti avec les mécaniciens pour essayer de comprendre quelle était la clientèle, donc des garages classiques et des mécaniciens ambulants. Ensuite, nous avons regardé ce qu'on a appelé le travail autour du cluster. Le cluster, c'était de se dire, il y aurait comme ça une sorte de ligne continue qui, qui englobe Stein, mais qui dépasse Stein, qui fait tout le nord de la région ou du bassin parisien, où il y aurait tout un secteur qui va autour de la réparation automobile, autour de l'automobile plus généralement, que ce soit réparation, vente de pièces, etc. Toute une série de choses qui ont rapport avec la voiture. Donc, on a travaillé autour de ça. Et ensuite, on a fait des entretiens individuels et collectifs avec une trentaine de mécaniciens, des entretiens approfondis, avec des garagistes, avec des familles, des entretiens approfondis aussi, avec des responsables de l'action publique. Et on a fait après, pour finir, ce qu'on a appelé les rencontres collectives, qui étaient donc des focus group, comme on les a appelés, deux avec des mécaniciens, dont avec la présence des garagistes. Donc, quand je dis garagiste dans ma terminologie, ça veut dire ceux qui exercent dans un garage agréés et qui sont donc ce qu'on appelle les garages indépendants. Donc, il y avait des représentants des garages dans l'un des focus group qui nous a permis d'avoir un échange plus clair par rapport à des questions que l'on se posait et que se posaient les élus, mais que se posaient également, on va dire, l'ensemble des acteurs sur est-ce qu'il y a quelque chose autour de la concurrence déloyale, quelque chose comme ça. Et là, on retrouve en fait dans l'ensemble de tout ça quelque chose qui nous permet de dire finalement, on a assemblé avec ce travail-là une masse d'informations qui permet de comprendre à la fois
les éléments de diagnostic, donc quels sont les modes de déplacement des habitants, quels sont les coûts de la mobilité, et puis en même temps d'avoir aussi une idée, un portrait plus fin de qui sont les mécaniciens, d'où ils viennent, pourquoi ils sont atteints, pourquoi ils sont dans les quartiers, et quels sont les éléments qui font un peu l'intérêt, pourquoi les gens viennent les voir, pourquoi ils laissent les garages et viennent les voir, etc. Et surtout, quels sont donc les savoir-faire spécifiques qui les caractérisent. Donc, l'ensemble de tout ça nous permet donc d'arriver à d'abord vous donner quelques éléments d'information, par exemple, pour juste quelques illustrations de ce que nous a permis de recueillir l'ensemble de ces travaux. On a compris que, par exemple, pour les déplacements, par exemple, pour les 104 familles qu'on a interrogées, on avait un regard sur quels moyens ces familles se déplaçaient au quotidien, pour aller au travail, pour les loisirs, pour les courses, pour l'accès aux services socio-administratifs, pour l'accès aux services de santé, etc. Et on voit qu'en fait, d'abord, le premier moyen de déplacement, c'est d'abord les transports publics. Mais on voit qu'en fait, ce qui vient tout de suite en deuxième position, quasiment partout, sauf pour le travail, dans le quartier Q2, c'est l'automobile. Ensuite, bon, après vient le déplacement à pied, le déplacement, on va dire, à vélo, mais qui reste, dans certains cas, sauf dans les loisirs de proximité, voilà quelque chose qui peut avoir plus d'importance. Je dis tout ça parce que le but, ce n'est pas seulement d'expliquer la mécanique coupée de l'ensemble de ce qui fait que on la retrouve dans ces quartiers-là, mais c'est d'expliquer aussi comment en tout cas, cette mécanique-là rentre dans le cadre d'une question qui est en rapport avec les mobilités qu'on appelle aujourd'hui les mobilités inclusives. Donc, sur la voiture, on voit qu'en fait, quand on revient sur l'ensemble de ces 104 familles, on s'aperçoit qu'en fait, 62% ne possèdent pas de voiture. Les 62%, c'est-à-dire qu'on liste l'ensemble des familles. Mais il y a des familles qui ont 2, 3, 4, etc. Donc, en moyenne, sur pleine commune, à l'époque, c'était 43% qui n'avaient pas de voiture. Et sur ces deux quartiers-là, et sur ces familles-là, donc c'était 62% qui ne possédaient pas de voiture. Voilà. Donc, ça, c'est une première information importante à donner. Donc, pour ceux qui possèdent des voitures, on leur a demandé quelle était la fréquence d'utilisation, là aussi, des différents moyens de déplacement, etc., etc. Donc là, je ne vais pas m'arrêter sur l'ensemble de tout ça, puisque vous pourrez le voir dans la diapo qui sera de toute façon partagée avec vous. Mais je m'arrête juste sur un deuxième élément qui nous permet de croiser les deux questions, qui était la question du coût en rapport avec la réparation de proximité, en quelque sorte. On voit qu'en fait, dans le coût moyen ou le coût médian que l'on prenne l'un ou l'autre, on a quelque chose qui est relativement modeste quand on le compare avec le coût global de l'entretien d'une voiture en France. Mais voilà, je donne ça comme information pour que l'on voit. On voit bien qu'en fait, dans ces deux quartiers, l'une des principales choses que l'on voyait, c'était qu'en fait, les transports en commun coûtaient quasiment aussi cher que de se déplacer en voiture. Ce qui pose des questions, puisque ce qu'on a compris, qu'il y avait aussi des personnes qui pouvaient avoir droit à des recours, à des tickets moins chers, mais qui n'avaient pas recours à ça, qui ne le savaient pas. Mais donc, l'enquête avait permis, là aussi, de donner cette information à ces familles-là qui étaient, on va dire, concernées par ces questions de coût de transport en commun. Donc, la première question importante, puisque c'était la question qui travaillait les élus à l'époque, parce que dès qu'un élu sortait dans la ville, il semblait que l'une des premières questions, les premières plaintes qui venaient, c'était autour de la pratique de la mécanique dans le quartier où les gens n'arrêtaient pas de se plaindre. Donc, nous, on s'est dit, ce serait important de savoir comment l'ensemble de ces familles considèrent cette activité et pour celles qui ont des voitures, qui réparent leurs voitures. Et donc, là, ça a été une des premières surprises. Parce que quand on a fini de faire le travail, on a regardé en long et en large, on a refait les calculs et on s'est aperçu qu'en fait, pour ces familles
qui pourtant se plaignent beaucoup auprès des élus de la présence des activités, de l'activité de mécanique dans la rue, dans les quartiers, etc., avec toutes les nuisances qui sont réelles et qui sont effectivement pas niées du tout, eh ben, on a pratiquement 6 familles sur 10 qui a recours à la mécanique de rue pour réparer sa voiture. Quand je mets mix, ça veut dire c'est ou un garage, donc indépendant, ou un mécanicien de rue. Mécanicien de rue, donc c'est 23% des réparations dans ces familles-là qui sont réalisées par les mécaniciens de rue. Et donc, quand on met un mix, ça fait donc 67,6%. Et pour les garages, donc, on a 34% seulement des habitants qui nous disent pouvoir aller faire réparer leur voiture dans le garage, dans un garage, on va dire, habituel. Donc, ça nous posait des questions et on se dit, mais en fait, quelle est la question? Pourquoi on laisse les garages pour aller, pour aller voir les mécaniciens de rue? Je reviendrai sur cette réponse-là après. Deuxième question, est-ce que la mécanique de rue vous dérange en tant que telle ou pas? Donc, 70% nous disent, ça ne nous dérange pas. Mais dire ça ne nous dérange pas, ça ne veut pas dire qu'on accepte que ça continue d'être comme tel. On souhaiterait que ça continue de répondre à un besoin que nous avons, mais dans des conditions différentes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler en se disant, mais si les habitants se plaignent auprès des élus, disent qu'ils sont satisfaits de la façon dont la mécanique de rue se passe dans leur quartier, mais souhaiteraient malgré tout qu'il y ait l'équivalent dans le quartier qui leur rend toujours le même service. Donc, ça dit déjà quelque chose sur la manière dont, effectivement, il faut prendre en compte les plaintes et les propositions qui sont attachées à tout ça. Donc, deuxième partie, je vous donne un portrait robot rapide du mécanicien de rue que nous avons rencontré à cette époque-là. Donc là, c'est sur l'ensemble de la ville. Pour rappel, dans la ville d'Austin, à l'époque, nous avions recensé 300 personnes dont leur activité de réparation automobile ne rentrait dans aucune des 5 catégories que nous avons données tout à l'heure, qui faisaient partie des catégories donc, qui font qu'on parle de garage, en tout cas de lieux de réparation prévus pour réparation de voiture. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est plutôt des lieux qui sont autres. Voilà. Voilà. Donc, l'âge moyen, très vieux, donc 46 ans, des gens qui ont plutôt des enfants, qui en ont plusieurs, qui ont beaucoup de personnes à charge, qui apportent, qui donnent une aide importante à des familles qui sont ailleurs, ou quelquefois en France, et qui ont des revenus qui sont autour de 1 200, 1 300 euros. Voilà. Et qui ont environ pas loin d'une dizaine d'années, on va dire, de présence dans cette activité, on va dire, de mécanique en France. Donc, 43% sont des célibataires, sont des mariés, 31%, on pourrait dire le reste étant plutôt soit en union libre, soit célibataire. Voilà. Là, on donne un exemple d'un portrait d'un mécanicien pour montrer un peu le parcours, parce que quand on n'a pas fait tout le parcours qu'on a refait avec eux, c'est très difficile de se représenter comment quelqu'un peut quitter, par exemple, là, une ville de l'Est du Sénégal pour se retrouver, à un moment donné, sur un parking dans un quartier à Stan. Ce parcours-là, il est important de le voir, de le resituer, puisque ça permet de comprendre tout un processus de circulation, non pas seulement d'individus, mais d'individus qui circulent aussi avec des savoir-faire. Et c'est là où c'est intéressant de revenir sur pourquoi, parce qu'on a rencontré des habitants qui nous racontaient plein de choses sur l'intérêt d'aller voir ces mécaniciens-là, mais on avait vu des clients qui étaient également très spécifiques. Quelqu'un qui nous disait, ben, moi j'ai fait 200 km pour venir à Stein, faire réparer ma voiture. Et on se demandait, mais pourquoi? Et là, on nous explique. Et en fait, ce que tout le monde nous a expliqué par des façons différentes de comprendre tout ça, si on le synthétise de façon
relativement simple, on va dire que c'est en fait quelque chose que nous avons, nous, reformulé dans notre jargon par ce qu'on appelle la mécanique clinique. La mécanique clinique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai donné tout à l'heure qu'il y avait 5 catégories de lieux de réparation reconnus comme lieux de réparation automobile en France. Et dans ce cadre-là, il y a quelque chose comme des besoins de réparation qui aujourd'hui sont sortis de ces 5 lieux-là, ou plus précisément, qui sont pris en charge principalement que par les garages solidaires. En dehors des garages solidaires, tous les autres, quasiment, les 4 autres catégories, ne prennent pas en charge ce type de réparation. C'est quoi ce type de réparation? Je vous donne un exemple. Vous avez un moteur qui est en panne. Vous avez dans les 4, enfin, principalement dans les 3 gros lieux de réparation que sont les concessionnaires, que sont les garages indépendants, que sont les centres auto, ben, la plupart du temps, la seule chose qu'ils vous proposent, c'est que votre moteur est en panne, on vous remplace par un échange standard par un autre moteur. Là, en l'occurrence, je donne cet exemple-là pour vous donner l'élément le plus complexe dans un automobile, pour vous dire qu'en fait, eux, ils sont en capacité de venir rentrer dans le moteur, d'ouvrir le moteur, d'enlever la petite pièce qui est défaillante et de la remplacer pour avoir un moteur qui, du coup, refonctionne avec 99,99% de ce qu'il y avait au départ quand on vous l'a amené et qui aurait été jeté pour le coup si c'était dans les 3 autres premiers types de centres de réparation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mécanique clinique, c'est-à-dire cette expérience qui permet d'ouvrir et de réparer plutôt que de remplacer et de faire des échanges standards. Et ça, deuxième élément qui est important de comprendre, ça se fait non pas, j'allais dire, en termes de coût dans la durée, donc en termes d'efficience, par rapport aux critères qui sont utilisés habituellement dans l'économie marchande, eux, ils vont vous le faire de façon forfaitaire. Donc, ça vous coûte 1/3 de moins que ce que ça aurait coûté ailleurs. Et en plus, c'est fait avec un impact carbone moindre. Après, bon, évidemment, c'est à mettre en rapport avec les autres pollutions qui sont réelles, les huiles qui sont déversées, etc., etc. Donc, tout ça, c'est le bilan qu'il faut considérer dans ces situations-là pour pouvoir finalement évaluer l'intérêt ou non de cette pratique de mécanique dans les quartiers qu'on a pu voir. Donc, en fait, en quelque sorte, pour aller très vite, et on pourra revenir sur l'ensemble de cette discussion, on s'aperçoit qu'en fait, les mécaniciens couvrent des domaines de compétences qui sont étonnantes dans la rue, dans des conditions de précarité, avec évidemment tout ce qui suppose quand les conditions météorologiques sont mauvaises, il n'est pas possible de faire certaines choses. Donc, il y a une productivité en quelque sorte qui pourrait être toujours dans le sens de ce que j'ai donné tout à l'heure comme définition de l'économie sociale et solidaire, mais qui pourrait être, comment? Excusez-moi, quelqu'un qui prenait la parole. Non, je ne crois pas. D'accord. Quelqu'un a oublié son micro. Donc, je disais simplement qu'en fait, on a une variété de compétences, de domaines de compétences qui sont étonnantes dans la rue, avec des conditions qui ne sont pas forcément des conditions les meilleures pour faire un travail de réparation de façon, c'est-à-dire qualitative. Et pourtant, la plupart du temps, ils ont l'obligation de faire un travail de qualité, puisque leur seule condition pour pouvoir continuer de travailler dans la rue, c'est les recommandations de bouche à oreille. Donc, si le travail est mal fait, eh bien, ça se fait, et donc tout de suite, on n'a plus de travail. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans cet aspect-là. Et donc, là, pour vous donner juste quelques éléments d'information sur comment on avait travaillé sur le territoire et les différents points qui ont été repérés. Donc, vous voyez qu'en fait, là, on a sur cette carte des éléments qui donnent un peu les différentes localisations des pratiques et qui donnent surtout à voir que finalement, c'est dans quasiment l'ensemble du territoire, mais pas forcément de façon homogène. Donc, c'est plutôt autour d'un cercle qui est tout autour à la fois des 2 grands quartiers comme nous avons parlé tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure, mais également
sur d'autres poches, partout où l'activité est possible, notamment dans des endroits qui venaient de faire l'objet d'une réhabilitation avec plusieurs millions d'euros et qui donc, de fait, posaient de vraies questions à l'action publique par rapport à des pratiques qui, comme nous venons de le voir, répondent à une demande sociale, mais dans des conditions qui contreviennent à tout un ensemble de choses qui sont de l'ordre, j'allais dire, des objectifs qu'une ville peut se fixer à un territoire, etc. Là, je donne juste quelques exemples de la distribution par rue de ces pratiques dans cette ville à cette époque-là, et ça donne à voir en fait la succession de choses qui peuvent se faire dans la rue, et on voit des rues qui sont plus ou moins spécialisées et d'autres qui le sont beaucoup moins, etc. Bref, donc je passe sur tout ça. Donc, dans l'ensemble, je ne vais pas rentrer dans tout le détail des résultats que nous avons travaillés à ce moment-là, mais c'est pour donner juste quelques exemples d'éléments autour de quoi on peut peut-être après engager une discussion sur comment, en tout cas, la ville s'est saisie des résultats du travail que nous avons réalisé pour ensuite, comme pour le territoire lui-même, essayer en tout cas de prendre en charge cette question-là et voir comment on pouvait avancer vers un projet qui coulait de source, puisque finalement, et les mécaniciens et les habitants souhaitaient pouvoir rester dans la proximité, mais dans des conditions autres. Et en fait, l'idée, c'était à la fois de répondre à une demande sociale, de répondre au reste pour vivre, donc d'augmenter le reste pour vivre, et surtout d'augmenter la mobilité et la solidarité des habitants qui sont contraints, par exemple, d'avoir leur véhicule, puisque dans ce territoire-là, mais c'est vrai dans d'autres territoires de France, on l'a vu dans nos autres études, qu'il y a tout un segment d'habitants qui, on a beau être écologiste, on a beau être tout ce qu'on veut et penser que dans l'ère du temps aujourd'hui, il faut faire le maximum pour décourager l'usage individuel de la voiture, il n'empêche qu'il y a des individus qui n'ont pas d'autre choix que de faire ça, surtout que les transports publics ou leurs horaires ne permettent pas de leur permettre d'avoir leur activité habituelle sans avoir de véhicule. Donc, permettre à ces personnes-là d'avoir des véhicules en meilleur état et déjà, de toute façon, participer à une activité, j'allais dire, de transition et d'économie sociale et solidaire dans l'ensemble de tout ce que nous venons de signifier. La deuxième chose, c'est de montrer aussi, et voilà, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement sur le reste des diapos. La deuxième chose, c'est de montrer aussi que finalement, à travers cet exemple, ce que nous avons compris, c'est que quand les individus viennent à Stein, mais c'est vrai à Saint-Denis, mais c'est vrai à Villetaneuse, c'est vrai à Aubervilliers, c'est vrai dans toutes les villes de la Seine-Saint-Denis, mais c'est vrai également à Villiers-le-Bel, c'est vrai également à Nanterre, c'est vrai également à Stein, et c'est vrai également à Reims. Toutes les villes dans lesquelles nous avons connaissance d'études sur ces questions-là, eh bien, dans toutes ces villes-là, ce que les gens viennent voir, c'est quelque chose qui est pas seulement de la réparation à moindre coût, mais c'est de la réparation qu'on ne trouve plus ailleurs. Donc, c'est à moindre coût, mais surtout de la réparation qui ne prend pas forcément comme étalon, on va dire, l'efficience économique, c'est-à-dire passer, facturer. Voilà. Donc, c'est ça là-dessus. Merci à vous pour… C'est ça qu'on appelle en fait, pour finir juste sur cet aspect-là, on a comme ça identifié qu'en fait, l'essentiel de cette pratique-là, qu'on appelle mécanique de rue, avec ce qu'on a nommé à l'intérieur la mécanique clinique, c'est des savoir-faire qui sont en perte en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez très peu de garages, ou des garages classiques, ou même chez les concessionnaires, qui sont aussi capables de faire un certain type de travaux sur les voitures, puisque de toute façon, leur modèle économique ne les y incite plus. Donc, c'est en cela que, effectivement, on retrouve les éléments de l'économie sociale et solidaire, puisque le but ici, c'est aussi d'avoir un impact carbone qui est un peu moindre. Voilà. Donc, je m'arrête là et je reviendrai après. Oui, on reviendra ensuite
sur les préconisations. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Peut-être une question qui a été posée par Anne-Sophie Ramard sur les revenus générés par cette activité et peut-être la complémentarité avec d'autres sources de revenus. Si vous avez des éléments là-dessus, mais très brièvement, car le temps file. Et ensuite, j'aimerais avant de prendre le temps de regarder les préconisations, qu'on donne la parole à Valentin Perrino. Bon, je dis bonjour à Mme Ramard parce que je crois me souvenir l'avoir rencontrée là aussi dans une autre étude que nous avions réalisée dans le Val d'Oise, à cette époque-là. Donc, effectivement, nous avons des éléments sur on va dire les revenus. Dans chacune des études, nous avons essayé de voir à quel pourcentage la mécanique de rue pourvoyait aux revenus globaux du mécanicien lui-même, parce que certains peuvent combiner une activité de mécanique avec une activité qui peut être d'agent d'entretien, qui peut être j'allais dire, de chauffeur, une activité d'employé d'un service de casse automobile ou d'autres. Donc, en fait, d'une manière générale, dans l'ensemble des situations que nous avons repérées, si on liste globalement, ils ont des revenus qui sont autour un peu plus que le SMIC, globalement, même s'il y a beaucoup d'idées sur certains qui gagneraient des tonnes et des tonnes et qui les utilisent au fisc. C'est une réalité qui n'est pas toujours avérée. C'est le cas pour quelques individus à l'intérieur des grands secteurs, on va dire, des grands segments. Mais en règle générale, c'est plutôt des revenus qui sont légèrement un peu au-dessus du SMIC, en sachant que de ces revenus, au stade où ils en sont, ils ne payent pas. Ils ne payent pas de cotisations, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas tout ça. Mais l'idée, c'est de se dire, quand on est capable d'avoir des revenus autour du SMIC, en travaillant en moyenne sur l'ensemble de tout ça sur l'année, quasiment à l'équivalent d'un mi-temps, on peut se dire qu'en ayant un plein temps, il est tout à fait possible d'imaginer qu'avec de conditions meilleures, on pourrait au minimum, en tout cas les mécaniciens, pensent qu'ils peuvent se garantir à minima dans des conditions hautes des revenus équivalents en payant tout ce qu'il y a à payer et en ayant toutes les couvertures qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Mais on pourra revenir sur pourquoi ils n'ont pas ces couvertures. Merci beaucoup, Abundiaï. Donc, Valentin Perrino, vous êtes chargé de mission gestion urbaine de proximité à Plaine Commune. Et voilà, je voulais savoir comment, du coup, Plaine Commune, c'était en Plaine Commune et puis ces communes membres du territoire s'étaient emparées de cette recherche-action et peut-être plus largement du sujet de la mécanique de rue. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'être un peu plus concis pour qu'on puisse avoir un peu un dialogue et un échange. Alors moi, je suis chargé de mission gestion urbaine de proximité à Plaine Commune et ça a son importance puisque je ne suis pas chargé de mission ESS. Du coup, ça donne déjà une indication sur comment on a abordé la question de la mécanique de rue au niveau de Plaine Commune. On l'a d'abord abordé par le prisme de ses nuisances. On est parti du postulat que sur nos quartiers prioritaires, on avait quand même vraiment une mécanique présente sur nos 9 villes du territoire et qu'on avait des plaintes très, très régulières d'habitants qui étaient remontées par les habitants à nos élus. Et du coup, on s'est dit qu'on allait travailler le sujet de la mécanique de rue et d'abord essayer peut-être de mieux le comprendre et l'objectiver avant de construire des solutions à proposer à nos élus qui nous attendaient sur le sujet, puisque, comme je l'ai dit, on avait beaucoup de remontées d'habitants mécontents. Alors peut-être pour vous redire, moi je suis chargé de mission GUP au niveau du territoire de Plaine Commune. On est un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, au nord de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis. On a 430 000 habitants, dont 270 000 habitants en quartier prioritaire de la politique de la ville. Et moi, j'interviens un petit peu en coordination des équipes de rénovation urbaine sur le volet gestion urbaine de proximité. Donc, on a 8 équipes projets de rénovation urbaine réparties sur nos 9 villes avec 14 projets de renouvellement urbain. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on a ces problématiques de mécanique de rue qu'on a appelées à l'époque mécanique sauvage.
Et ça aussi, les études ont eu leur importance puisqu'il y a eu un changement sémantique aussi côté collectivité. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette mécanique de rue dans le cadre des projets de rénovation urbaine, comment on accompagne ces problématiques-là. Donc, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées sur le territoire. Je ne vais pas revenir sur l'étude d'Abou Ndiaye Astin, qui a été la première, réalisée en 2016, et qui nous a donné envie de poursuivre. Donc, il y a eu cette étude Astin, il y a eu des diagnostics flash qui ont été commandés dans diverses unités territoriales de rénovation urbaine. On a eu également une étude commandée par l'APES à Villetaneuse, réalisée par des géographes de Paris 1, et puis une nouvelle étude d'Abou Ndiaye très récente à Saint-Denis. Nous, ce qu'on a retenu un petit peu de ces études, c'est que finalement, en partant du prisme de la nuisance, on s'est retrouvé avec un phénomène social qui s'est avéré être plutôt une ressource. Et ces études nous ont permis de déconstruire un certain nombre de stéréotypes sur la mécanique de rue et de penser un petit peu les solutions différemment par rapport à ce qu'on aurait pu les penser au prime abord, à savoir des solutions de très court terme, soit d'ordre répressif pour voilà, essayer d'interdire par un certain nombre de mesures locales ces pratiques, de les repousser, de les gêner. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait les solutions les plus souhaitables sur le moyen et sur le long terme pour réduire les nuisances. Alors, ce qu'on a retenu de ces différents travaux, puisque maintenant c'est un phénomène plutôt bien connu à Plenco, c'est que la nature de l'activité mécanique de rue n'est jamais criminelle sur les terrains enquêtés. Et ça, c'était quand même un gros point de vigilance, notamment de certains élus qui, à juste titre, supposaient que ce type d'activité pouvait entrer dans le cadre de réseaux de recel de pièces détachées. Or, toutes les études qui ont lieu, à tout le moins sur notre territoire, démontrent le contraire. Je l'ai dit, au-delà des nuisances que la mécanique de rue peut engendrer, donc ça, c'est vraiment les nuisances classiques de gestion urbaine de proximité, pollution des sols, des problématiques de stationnement avec de l'occupation de places de parking, de la pollution visuelle aussi, sonore. Et bien, en fait, cette mécanique de rue répond à un besoin de certains habitants de réparer leur véhicule à moindre coût et, comme l'a dit très justement Abou Ndiaye, d'augmenter leur reste à vivre. Et en plus de ça, dans les enquêtes, on voit bien que finalement, on pouvait penser que les habitants réceptionnaient ce phénomène majoritairement comme une nuisance, alors que finalement, quand on va faire des enquêtes de quartier et de proximité, on se rend compte que c'est le contraire et qu'il y a une majorité d'habitants qui considèrent que c'est davantage une ressource qu'une nuisance. Et enfin, on s'est rendu compte que les mécaniciens de rue étaient détenteurs de véritables compétences et de savoir-faire et qui proposent une offre de proximité alternative et complémentaire au garage classique de réparation de véhicules. Donc ça, c'était aussi intéressant de voir qu'il n'y avait pas forcément de concurrence entre l'offre informelle et l'offre formelle, mais qu'il y avait plutôt une complémentarité. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de garagistes classiques qui disent qu'il y a un certain nombre de publics très précaires qui n'arrivent pas à capter et qui vont vers ces offres-là. Donc, on voit bien la complémentarité. Et finalement, au niveau des préconisations, les différentes études convergent toutes à peu près vers les mêmes conclusions. Donc, les compétences de ces mécaniciens qui sont tout à fait valorisables et formalisables, entre guillemets, qu'on peut formaliser. Donc, dans une perspective de nuisance, de réduction des nuisances de leur activité, mais aussi de sécurisation de leurs conditions de travail et d'insertion socio-professionnelle. Comme je l'ai dit, donc l'activité ne fait pas concurrence à l'offre de garage classique. On a observé sur les différents terrains enquêtés que les mécaniciens de rue, les habitants et les acteurs de proximité étaient plutôt favorables à ces solutions de formalisation de l'activité et que dans toutes les études, on voit bien qu'il y a différents modèles qui nous sont proposés pour formaliser cette activité. On pourra y revenir
peut-être plus en détail dans un second temps. Ça peut être des petites cellules de mécanique mobile qui se déplacent dans le quartier, ça peut être un self-garage, ça peut être un garage solidaire et ça peut même être une plateforme de mobilité beaucoup plus large qui inclut également les mobilités douces, le vélo-école, l'autoréparation de vélo, etc. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on réfléchit en termes de nuisances, on nous a aussi proposé des solutions de plus court terme qui visent à mobiliser davantage les équipes de médiation, de police municipale, etc., pour faire un peu la médiation entre cette activité, les conflits d'usage qu'elle génère, mais aussi de proposer des solutions de gestion, de collecte et de traitement des déchets qui sont générés par l'activité dans l'attente de solutions un peu plus pérennes. Donc voilà, au total, on en est, nous, à Plaine Commune, au stade de compréhension du phénomène. Je pense qu'on a un bon niveau d'information maintenant. Sur Stein, et là, mes collègues pourront me compléter, il a été décidé de rentrer dans une phase préopérationnelle pour monter une plateforme ou un garage solidaire en réponse notamment à cette mécanique de rue. Et puis ensuite, sur d'autres villes, on a des projets en gestation à ce stade. Donc là, on attend aussi de repartager un petit peu les résultats de ces différentes études auprès des nouveaux exécutifs. Donc là, on est un peu dans une phase de présentation, de restitution, d'acculturation des nouveaux élus à ces sujets-là. Et puis, à terme, si bien sûr nous avons des arbitrages favorables pour aller vers ces garages solidaires, ces plateformes de mobilité, etc., là, ce sera très intéressant de penser le sujet encore à l'échelle territoriale au moment de la formalisation pour mettre en réseau toutes ces initiatives, mutualiser un certain nombre de postes de dépenses et puis aussi aller chercher des financements du territoire. Je pense par exemple à des financements Rue+, ou à des fonds européens, etc. Donc voilà, on en est un petit peu là à Plaine Commune sur le sujet. Merci beaucoup, Valentin. Peut-être avant de proposer aux collègues de Stein de compléter, revenir à bout sur vos préconisations. Oui. Oui. Alors, sur nos préconisations, en fait, quand on a travaillé avec les mécaniciens, avec les élus, quand on a travaillé avec les habitants, les clients, les responsables, etc., on a repéré que très vite, donc en fait, la solution passerait par quelque chose qui préserve à la fois ce qui fait que les mécaniciens sont dans la rue, parce que le premier élément qui fait que les mécaniciens sont dans la rue, c'est d'abord des problèmes liés en partie à des questions de certification. Parce qu'une bonne partie de ces mécaniciens ont des formations à l'étranger, des formations qui ne leur délivrent pas de diplôme. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, si les mécaniciens avaient une reconnaissance de leurs compétences à la hauteur, avaient des certifications qui étaient à la hauteur des compétences qu'ils ont, eh bien, il y aurait beaucoup moins de mécaniciens dans la rue. Mais aujourd'hui, quand un mécanicien qui a des compétences importantes va dans un garage général, un garage indépendant, la première chose, c'est qu'il est pris au plus bas niveau de l'échelon, alors qu'en général, il en sait beaucoup plus que le responsable du garage. Donc, du coup, on s'est dit qu'en fait, une des premières choses à faire, c'est déjà d'imaginer avec les mécaniciens quel parcours ils pourraient avoir de valorisation des acquis de l'expérience, mais également d'accompagnement autour de, on va dire, de l'assainissement des situations administratives, parce que certains n'ont pas de papier, d'autres ont des papiers, mais qui ne sont pas vraiment les bons papiers pour travailler en France, etc. Donc, toutes ces questions-là sont des questions importantes pour pouvoir engager la deuxième partie de ce que nous avons travaillé avec eux, puisque en fait, l'ensemble de tout ça a été travaillé au cours des focus group dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont donné à voir une chose importante, mais qu'on avait déjà repéré quand on a fait l'enquête individuelle auprès des mécaniciens. Les mécaniciens avaient un rêve d'avoir chacun son propre garage, mais tous
Bon, certains ont eu ce rêve réalisé dans des conditions ailleurs et ont dû venir en France pour d'autres raisons. Mais en tout cas, tous continuent de nourrir ce rêve-là. Donc, en fait, pour eux, il n'était pas question d'être des salariés classiques. Donc, ils avaient un besoin de maîtrise de l'outil de travail. Donc, on a regardé avec eux comment ils fonctionnaient. En fait, ils fonctionnaient dans des modalités qui étaient assez proches de ce qu'on appelle en fait les fonctionnements, on va dire, de coopératives. Donc, en fait, l'ensemble des mécaniciens ont fini par accepter qu'en fait, ce qui correspondrait le mieux à ce qui pourrait fonctionner pour eux, ce serait, à terme en tout cas, d'avoir une structuration sous forme de garage solidaire, mais coopératif. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, ils ont une maîtrise de l'outil de travail. Donc, c'est un élément important qu'il ne faut jamais négliger. Après, c'est des préconisations, c'est aux élus et à leurs agents de décider. Nous, on n'est que chercheurs qui avons fait le travail le plus sérieusement qu'on pouvait et qui avons identifié qu'en fait, par exemple, on disait tout à l'heure qu'on est parti en identifiant 300 mécaniciens. Sur les 300, il y avait une centaine qui étaient partants pour travailler avec nous plus en profondeur. Sur cette centaine, il y en avait 50 qui ont travaillé vraiment en profondeur. Et sur ces 50 qui ont travaillé réellement en profondeur, la répartition dans ce qui pouvait être proposé va suivre un peu dans ce que nous avons montré là dans cette proposition. Alors, quand on marque MAC, c'est micro-atelier coopératif, c'est-à-dire qu'en fait, ils souhaitaient s'organiser par petits groupes de 6 à 7 personnes pour former ensemble dans l'équivalent de 5 ateliers qui seraient combinés ensemble pour former ce qu'on pourrait appeler une coopérative qui pouvait prendre toutes les formes possibles, mais en tout cas, dans l'esprit, c'était des coopératives. Et dedans, compte tenu du fait que certains avaient des compétences qui en faisaient des experts en termes de réparation automobile et de spécialité dans certains domaines, on pensait qu'en fait, ils pouvaient, c'est en fait ce qui est sorti, puisque les mécaniciens ont eu, malgré le fait qu'ils sont dans la rue, il y a beaucoup de jeunes qui viennent les voir. Est-ce que vous pouvez nous prendre en formation? Est-ce que vous pouvez nous prendre dans un stage, etc. Donc, ils nous ont dit, ben, en fait, on pourrait de fait répondre beaucoup plus précisément à toutes ces demandes-là qui sont aujourd'hui complètement aberrantes dans la rue. Donc, il pourrait y avoir un centre de formation. Et en plus de ça, il pourrait y avoir une sorte de combiner à l'ensemble une sorte d'insertion par l'activité économique qui permettrait à des personnes qui se reconvertissent ou qui sont des apprentis mécaniciens aujourd'hui de perfectionner un peu leurs capacités. Et dedans, avoir à l'intérieur quelque chose qui permettrait à l'individu qui veut venir faire de l'auto-entretien de sa voiture de pouvoir le faire. Et on disait qu'en fait, tout ça pouvait être combiné avec la partie qui existait déjà à Stein, puisque Stein avait plusieurs aspects. La ville de Stein avait, on va dire, été un peu précurseur. Ils avaient mis en place dans la régie de quartier de la ville toute une série de pratiques autour des déplacements à vélo, etc. On s'est dit, ben voilà, l'occasion rêvait pour combiner ces deux actions-là et mettre en place, en plus, un dispositif de conseil, puisqu'on a vu qu'en fait, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont pas recours, par exemple, à des capacités de, par exemple, payer moins cher leur ticket enfin, leur abonnement parce que ben, ils sont retraités et qu'ils ont droit à la carte pour retraiter. Eh bien, tous ces non-recours, eh bien, et puis pour plein d'autres choses, il y avait besoin, d'autant plus que dans l'un des volets du programme d'investissement d'avenir, il y avait ce qu'on appelait la maison des usages et qu'il pouvait y avoir donc un lieu pour des conseils à la mobilité inclusive, d'autant plus encore qu'on a identifié, mais je suis passé assez rapidement sur cette diapo, que les gens qui ont des voitures ne les utilisent pas à 100% et qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'autopartage, en tout cas une autre forme d'organisation de la mobilité pour éviter que on se retrouve avec des personnes qui se déplacent tout seuls vers la même direction avec plusieurs voitures successivement, alors que ça pourrait être organisé sous une forme ou sous une autre. Bref, tout ça, l'idée, c'est de mettre en place, à partir de décisions qui doivent être politiques, quand ces décisions seront prises, de mettre en place tout un dispositif de préfiguration qui permettre, d'une certaine façon, pendant cet accompagnement-là,
d'avoir le test d'un modèle différent parce que ce n'est pas la même chose de travailler dans la rue et puis de se retrouver du jour au lendemain dans une structure, même coopérative, même si on maîtrise les outils, ce n'est pas les mêmes savoir-faire. Donc, il y avait un dispositif d'accompagnement et dans ce dispositif-là, eh ben, l'idée, c'était aussi d'avoir des personnes, enfin des structures qui savent faire ça. Et c'est en cela qu'on avait associé le GRDR, qui est donc en fait une des organisations très connues dans la région Île-de-France, mais dans la coopération internationale, mais surtout sur la prise en charge depuis quelques années des projets dans lesquels des migrants sont impliqués et donc qui ont un savoir-faire reconnu là-dessus. Et c'est avec eux qu'une partie des mécaniciens, par exemple, ont fait une formation pour, en tout cas, étoffer un peu leurs compétences en gestion de projet, etc. Et à côté de ça, il y avait également une autre structure qui était appui, donc qui est une structure qui a permis le changement, on va dire la mobilisation des anciens foyers qu'on appelait autrefois Sonacotra, qui sont aujourd'hui Anoma, qui étaient en charge donc de la transformation des cuisines qui étaient des cuisines informelles en des cuisines autres, aujourd'hui tout à fait dans les normes de la restauration collective. Donc on s'est dit, il y a un savoir-faire dans le territoire qu'on pouvait mobiliser et c'est avec eux et avec une autre partie d'un consortium dont des Auxilia et la SET, qu'il y avait tout un ensemble de propositions donc, qui devaient se mettre en place pour permettre justement tous ces dispositifs d'accompagnement et permettre justement qu'on avance vers, une fois que les décisions politiques sont prises, vers la mise en œuvre, on va dire, de cette opérationnalisation. Mais je laisse la parole là aux collègues de STIN et peut-être aux élus de préciser un peu où est-ce qu'ils en sont par rapport à tout ça. Moi, je peux peut-être rebondir avant sur l'échelle pertinente pour construire des solutions. Peut-être dire quand même que la mécanique de rue, elle se trouve au croisement de plusieurs enjeux qui relèvent aussi de la compétence des communautés d'agglomération, des territoires. Et au niveau de la construction de solutions, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que finalement, sur les nuisances, on se trouve au niveau des questions de cadre de vie. Sur la formalisation, on se trouve au niveau des questions d'emploi et d'insertion professionnelle des mécaniciens de rue. Et puis après, sur les modèles de garage, etc., de plateformes de mobilité, on peut se trouver au croisement des enjeux d'économie sociale et solidaire pour le modèle économique, de transition écologique et d'accès aux mobilités en fonction de ce qu'on met dans ces solutions de garage solidaire. Et du coup, c'est vrai qu'en termes d'enjeux, on croise différents enjeux qui relèvent de la compétence aussi des territoires. Et donc ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, la mécanique de rue constitue une opportunité de travailler différents enjeux qui sont liés. Par exemple, en Île-de-France, on va avoir la ZFE, la zone à faible émission, et ces solutions-là peuvent être aussi pensées dans ces cadres-là. Voilà, c'était juste parce qu'il y avait une question sur l'échelle territoriale, l'échelle pertinence. Même si c'est des projets qui sont construits à l'échelle micro-locale et quartier avec des acteurs très locaux. Merci Valentin. Alors, du côté de STIN, je ne sais pas, je vois Laurent Barrelier et Valérie Grémont qui ont leur caméra allumée. Enfin, c'est à pleine commune. Coralie Moigny. Oui. Bonjour, STIN aussi. Ah, pardon, Coralie Moigny. Mais mes collègues de l'unité pleine commune compléteront. Donc oui, je suis chargée de mission développement durable et économie sociale et solidaire pour la ville de STIN. En effet, alors beaucoup de choses ont été dites et bien dites, et notamment sur la question des enjeux de transition écologique et de SS que croise ce projet. C'est vrai que le phénomène de mécanique de rue, il a été mis au jour dans le cadre de la première rénovation urbaine d'un des quartiers de STIN, puisqu'il y a eu une refonte des espaces publics. Donc voilà, c'est ce qui était considéré avant tout comme une nuisance est apparu un peu plus fortement aux habitants. Et donc l'étude réalisée par Abou Ndiaye a été réalisée dans le cadre du programme d'investissement d'avenir Ville durable et solidaire, dans le cadre du deuxième programme de rénovation urbaine donc de ces deux quartiers. Et puis donc
c'est vrai que l'étude a été vraiment très utile parce que, voilà, elle est extrêmement riche. Elle a permis aussi de déconstruire, des préjugés, de mieux comprendre le phénomène, de comprendre, comme ça a été dit, que c'était, pas uniquement un problème, même si oui, c'est vrai que c'est un problème pour le cadre de vie et pour l'environnement, mais c'est aussi une ressource et ça répond aussi à un besoin des habitants. Donc la façon dont la ville, et surtout, pleine commune dans le cadre du PIA s'en sont emparés, c'était de l'inclure dans un projet plus vaste de plateforme, de mobilité, une plateforme multiservice. Donc avec un objet vraiment inclusif, c'est-à-dire d'inclure donc ces mécaniciens, en tout cas ceux qui le souhaitent, dans une économie formelle, et puis également de permettre quand même de répondre aux besoins des habitants, de lutter contre la précarité économique et sociale dont certains sont victimes en les aidant donc effectivement à améliorer leur mobilité, à la fois donc par effectivement la réparation clinique lorsque c'est possible, mais aussi peut-être à trouver d'autres solutions de mobilité voilà, moins impactantes pour l'environnement, pour la qualité de l'air, donc avec le développement de services vélo, le conseil en mobilité pour développer les transports en commun, etc. Donc voilà, c'était vraiment s'emparer de ce phénomène, faire en sorte qu'il puisse être intégré plus dans une économie formelle, une économie sociale et solidaire, mais quand même le conserver parce que ça répond à des besoins des habitants et ça peut permettre voilà, de faire partie d'un panel de solutions pour améliorer la mobilité dans ces quartiers. Je laisse mes collègues compléter au niveau de l'UTRU si besoin. Alors, Je crois que vous avez tous à peu près tout dit. C'est vrai que nous, c'est un projet qui est donc cofinancé aussi par l'ANRU dans le cadre du PIA. C'est un peu la spécificité de Stein. Et en effet, le projet sur lequel on travaille est un peu plus large qu'un garage, puisqu'il y a tout le volet aussi accueil, accompagnement des habitants dans leur pratique de mobilité, auto-école solidaire et service vélo. Et donc, ça permet aussi de replacer le dispositif dans quelque chose de plus large autour des mobilités durables et d'accompagner aussi les transformations du quartier au-delà de la réparation automobile. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais enfin, tout a été déjà dit, je crois. j'ai du coup 2 questions un peu plus concrètes sur le projet à Stein. L'une qui fait écho, voire qui reprend la question de Guillaume de Lapesse, qui est un réseau d'acteurs en Hauts-de-France, qui posait la question du foncier. Alors voilà, peut-être à Stein, est-ce que vous vous êtes posé cette question de l'accès au foncier? D'ailleurs, je crois que sa question portait tant sur les pratiques informelles que dans la perspective d'une formalisation. Et peut-être deuxième question que je me permets moi de poser, c'est par rapport à ce projet de plateforme de mobilité, donc multiservice. Très concrètement, qu'est-ce qu'il en est de l'intégration de mécaniciens qui aujourd'hui sont des mécaniciens de rue? Est-ce que vous avez avancé sur, on va dire, le modèle, alors si ce n'est le modèle organisationnel et peut-être économique de ce côté-là? Voilà, pour les 2 questions, je ne sais pas qui, si Alors, Coralie. Alors je, Coralie, vous n'avez plus de micro. Je vois que vous essayez de parler. Oui, alors je peux commencer à essayer de répondre. Je laisserai effectivement Laurent et Valérie compléter. Alors sur le foncier, oui, c'est une des questions qui se pose et qui n'est pas tout à fait résolue. Il faut l'avouer aujourd'hui. Voilà, on a quelques pistes, mais il faut qu'on trouve précisément quel serait l'emplacement de ce futur garage solidaire. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas tout à fait fixé. Et sur l'organisation de la plateforme de mobilité, c'est pareil, c'est des réflexions qui sont en cours. Donc, on a identifié plusieurs acteurs. On a commencé à trouver un modèle économique, mais voilà, il reste encore des démarches à mener pour que ça puisse vraiment aboutir. On va peut-être travailler en plusieurs étapes, avec peut-être démarrer par la fonction de conseil mobilité et puis ensuite avancer vers les autres services qui sont inclus dans la plateforme. Donc, voilà. Je ne sais pas si Laurent, tu veux préciser. non, c'est ça, hein, sur le foncier, il y avait des premières études qui avaient pointé des besoins. Alors, je sais, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand même assez conséquents, autour de 400 ou 500 mètres carrés. Et puis, sur la question du modèle économique, on avait imaginé au départ que le garage puisse éventuellement abonder
d'autres services en conseil en mobilité qui, eux, sont forcément déficitaires, entre guillemets, puisqu'ils sont gratuits pour les habitants, mais c'est des choses qu'on doit approfondir. Et là, il y a un accompagnement des mécaniciens aussi à prévoir, sachant qu'en effet, comme l'expliquait Abou, il y a une volonté de rester indépendant, donc en format plutôt coopératif, et pas forcément dans un format d'insertion, comme vous pourrez l'imaginer intuitivement. Mais on en est à la préfiguration, donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas forcément de réponse définitive sur ces sujets. Et oui, il y avait la question de peut-être déployer les activités de garage sur plusieurs espaces, sans tout forcément regrouper dans un seul espace dès le départ qui se pose. Mais ça, c'est pas seulement Astin, hein. Je crois que Saint-Denis avait les mêmes interrogations. Donc voilà. Hop, pardon, merci beaucoup. Oui, Valentin. Non, je vois une question sur les suites pour les mécaniciens qui n'ont pas souhaité s'inscrire dans une démarche de formalisation. Ça, c'est une question intéressante qu'on est en train de se poser, notamment du côté de Saint-Denis, de l'étude qui a été réalisée à Saint-Denis. Et c'est vrai que pour les mécaniciens de rue, il y a vraiment ces enjeux d'accompagnement, parfois d'accompagnement par l'État aussi pour l'obtention de papiers, d'accompagnement, insertion vers l'emploi. Et si on ne perd pas de vue cet objectif de réduire les nuisances générées par la mécanique de rue, c'est sûr que si on crée une solution à un endroit, mais que ceux qui ont décidé de ne pas s'inscrire dans un projet de garage solidaire, etc., continuent à exercer sur l'espace public, finalement, on a un peu failli et on ne répond pas totalement à l'objectif du côté de la réduction des nuisances. Donc, c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet dans les préconisations et les suites. C'est l'accompagnement, la prise en charge des mécaniciens qui ne s'insèrent pas dans la démarche et trouver des solutions avec eux pour que voilà, l'activité informelle ne soit pas maintenue à l'endroit où il y a des garages solidaires qui sont créés. Ça, c'est un vrai sujet important. Ok, merci. Je vois aussi une question de Sylvie Bouvier qui demande est-ce que les mécaniciens participent à la construction du projet, les mécaniciens de rue? Oui, bon, pour ça, je pense qu'en fait, je peux me permettre de répondre. L'ensemble, en fait, à partir du moment où on a fait l'ensemble du travail que j'ai décrit là, mais très sommairement, dans ce travail-là, une partie importante consiste à d'abord identifier quels sont leurs projets déjà individuels, personnels, donc professionnels, et ensuite de voir comment ces ensembles de projets personnels concourent à construire un projet collectif pour ceux qui veulent participer à un projet collectif et pour ceux qui veulent continuer dans un parcours parallèle individuel, voir dans quelle mesure ça peut être intégré dans la réflexion globale de ce type de projet. Mais en tout cas, ce type de pratique, je pense que ne peut pas se concevoir, on ne peut pas construire une alternative à ces pratiques-là en dehors des principaux concernés, c'est-à-dire les mécaniciens, mais également des clients. Donc, ça veut dire que forcément, pour répondre clairement à la question, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on ne peut pas concevoir en tout cas, qu'il puisse y avoir une proposition de projet alternatif qui ne n'émane pas, on va dire, en tout cas, de ce qui semble théoriquement faisable pour les mécaniciens. Voilà. Merci. Il y a une question qui revient peut-être à l'étape précédente de la méthodologie, peut-être du coup qui s'adresse davantage à Boundiaï sur les éventuelles difficultés rencontrées pour passer les formulaires, les questionnaires aux mécaniciens de rue, puis les entretiens. Voilà, savoir comment vous avez approché ces mécaniciens de rue et éventuellement comment vous les avez convaincus de répondre à vos questions. Ça me fait penser à une question qu'on a laissé passer mais que je trouvais intéressante tout à l'heure sur les focus group et les groupes de travail collectifs que vous avez menés, à savoir, s'agissait-il vous parliez d'un groupe de mécanos ou de mécaniciens, est-ce que ce groupe est préexistant ou est-ce que, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des liens entre ces mécaniciens ou est-ce que c'est vous qui les avez constitués? Ouais. Alors, pour répondre donc à ces deux portions de questions, donc pour ce qui est de l'approche
d'enquête auprès des mécaniciens, eh ben, évidemment, c'est quelque chose qui n'a pas été simple, parce que c'était le premier projet sur lequel, qui partait en tout cas d'une demande de la puissance publique de comprendre un phénomène. Donc, ce n'était pas un travail qu'on avait envie de réaliser comme ça pour la connaissance pour la connaissance. Donc, cela a été une expérience intéressante, mais qui, pour ce qui nous concerne, avant de démarrer l'enquête même auprès des mécaniciens, une série d'étudiants en master à l'époque avaient commencé à travailler avec les mécaniciens, ont essayé de travailler avec les mécaniciens, et ça s'était soldé par une fin de non-recevoir. Parce que de la même manière que, bon, il y a toutes ces suspicions autour de, peut-être que c'est des lieux de trafic de pièces, etc., etc. Et par ailleurs, dernière chose qu'il faut savoir, c'est que dans le même temps où on faisait, nous, notre enquête, plusieurs mécaniciens ont fait l'objet de poursuites, puisque l'action publique continue pendant que des solutions sont en train d'être cherchées. Donc, il y a des mécaniciens qui ont été, par exemple, condamnés par des tribunaux ou diverses administrations pour pratiques dans la rue, etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y avait un climat, j'allais dire, de méfiance absolue. Et le fait que les premières enquêtes des étudiants s'étaient soldées par une fin de non-recevoir nous a permis d'ajuster le travail, en tout cas, de prendre le temps qu'il fallait pour nous faire accepter par les mécaniciens avant de commencer quelques démarches de questionnement possibles. Ça veut dire donc disposer du temps nécessaire pour pouvoir justement tisser ces liens-là et donc, j'allais dire que ça devienne des liens de confiance réels et que les mécaniciens sachent bien qu'on n'est pas là ni pour venir les espionner, ni pour aller raconter à d'autres, parce qu'il y a des choses qu'on ne vous racontera pas, parce que ça ne concerne pas forcément l'étude, puisque c'est aussi cette histoire-là qui se tisse, c'est-à-dire que nous avons toute une démarche éthique que nous avons partagée avec eux. Et donc, il y a des choses de part et d'autre qui sont, en quelque sorte, traduites par nous-mêmes. Donc, pour répondre clairement à tout ça, ce n'est pas une enquête facile. Et je ne vais pas dire qu'il faut, dans la mesure du possible, ne pas confier à n'importe qui. Mais je pense qu'il faut prendre des gens de métier qui savent discuter, qui savent mener ce genre de travail. Il y en a plusieurs, mais il ne faut pas essayer de le faire comme j'ai pu entendre quelquefois. Partout où on a entendu ce genre d'essai, en tout cas, ça s'est soldé par des difficultés, c'est-à-dire prendre des gens qui sont des médiateurs ou des choses comme ça pour leur demander de faire ce genre de travail, c'est en général peu fécond. Voilà. Donc, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de recourir à des gens qui savent faire ça, et donc plutôt d'avoir vous-même, si vous êtes dans une situation de demandeur, de réfléchir à comment vous pouvez aborder, en tout cas, votre cahier des charges, de façon à pouvoir justement laisser aussi la liberté aux enquêteurs, aux chercheurs et aux sociologues ou autres qui travaillent sur ces questions-là, de pouvoir aussi mener le travail en leur faisant confiance, en vous disant que de toutes les manières, s'ils sont d'accord avec vous et qu'ils sont effectivement dans une démarche, on va dire, objective, ben, ils finiront par vous donner les résultats qui vous permettront de travailler au mieux. Après, il y aura toutes ces questions de temporalité, ces questions de choix, de décision qui sont, ben, qui échouent, hein, de toute façon, aux puissances publiques, aux élus, etc. Mais pour ce qui est de la démarche, il faut que chacun fasse ce qu'il sait faire. Voilà. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire, mais plus on a l'expérience de le faire, plus on a l'expérience aussi de le faire sur d'autres terrains, et bien plus on est en capacité aussi, plus facilement, de faire cet échange-là et d'avoir, par exemple, sur les derniers terrains sur lesquels nous sommes intervenus, eh ben, on sent qu'effectivement, on intervient avec une expérience qui fait que on n'a pas besoin de raconter grand-chose. On a juste besoin de dire, eh ben, nous sommes en charge de réfléchir avec vous, avec les mécaniciens qui le veuillent, sur comment, effectivement, on peut envisager
votre travail autrement que dans la rue? Cette question-là, formulée comme ça, quand vous êtes crédible, il suffit pour que on vous écoute. On vous Et regarde prendre déjà le temps. dans le fond du nez, et puis on finit par vous regarder en vous disant effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et prendre le temps d'être identifié comme tel C'est ça. auprès des mécaniciens. Malheureusement, le temps file et il est déjà 15h30 passé et je voudrais pas vous retenir beaucoup plus les uns les autres. J'aimerais quand même voir, il y a une question qui pourrait servir d'ouverture, qui est, enfin 2 questions qui pourraient servir d'ouverture. D'une part, est-ce que cette étude vous a permis d'identifier d'autres pratiques informelles sur le territoire ou est-ce que vous vous êtes plutôt vraiment concentré sur les pratiques informelles liées à la mécanique de rue? Premier point peut-être rapide. Et de Madame Valérie Delion du CNV. Et puis une autre question sur la connaissance que vous auriez de l'existence de travaux similaires à l'échelle nationale. Les uns les autres, hein, surtout. Alors, juste, oui. Valentin? Non, sur les autres pratiques informelles, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a d'autres pratiques informelles sur le territoire qui ont été abordées et traitées dans un autre cadre. Je ne sais pas s'il y a Christine Bellavoine de la Ligue de Saint-Denis qui nous écoute, notamment les questions autour de l'alimentation. Abou Ndiaye en a un peu parlé. Ça a été abordé dans un autre cadre avec des solutions qui ont été trouvées pour justement accompagner ces activités, par exemple de commerce alimentaire informel sur l'espace public, en sortie de gare, etc. Après, je ne sais pas précisément si les recherches-actions qui ont été menées sur la mécanique de rue ont permis de mettre au jour d'autres pratiques à proximité, par exemple des ateliers mécaniques de rue. Et sur la deuxième question… C'était sur la connaissance de l'existence de recherche-action, du coup, équivalente à l'échelle nationale, si vous en avez… Moi, brièvement, je sais qu'il y a d'autres équipes de recherche qui travaillent sur le phénomène, notamment Sébastien Jacot et Marie Morel, qui sont des géographes, qui ont réalisé diverses études sur le sujet. Abou pourra peut-être vous répondre. Après, peut-être vous dire aussi qu'il y a eu la fondation PSA Avise qui organise chaque année une journée nationale autour des garages solidaires et qui centralise un certain nombre de ressources à destination des collectivités territoriales, mais aussi des porteurs de projets, des personnes qui se mettent concrètement à monter ce type de structure. C'est des ressources de divers ordres et c'est intéressant parce qu'ils centralisent un petit peu l'information sur le sujet. Donc, tout à fait. diverses études, etc. Donc, ça peut être une ressource intéressante. Merci. Alors, sur la réponse à l'échelle nationale, il n'y a pas d'études aujourd'hui. Nous sommes en train de réfléchir à monter un projet européen qui permettrait peut-être de mener un projet à l'échelle de la France, mais c'est encore non. Sinon, il y a donc effectivement Sébastien Jacot et Marie Morel qui ont travaillé sur cette question de Camins et à Bagneux, et une partie à Saint-Denis. Et il y a une étude qui a été menée également, enfin, une étude, il y a des travaux plutôt qui ont été réalisés dans le Nord par un collectif de chercheurs. Rosa Bonheur. Qui a travaillé plus sur la singularité vers Roubaix et dans le secteur du nord de la France. En dehors de ça, il y a une thèse qui a été réalisée en Seine-Saint-Denis également. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'autres travaux. Et à l'échelle internationale, nous savons également que c'était une des nuances que je disais qui est intéressante à introduire. On sait que, par exemple, la manière dont ça se structure en France est un peu inversée avec la manière dont les garages se structurent à l'étranger. Notamment actuellement, notre équipe, en tout cas, mène tout un travail de comparaison avec des pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Afrique du Nord, pour voir justement comment des modèles peuvent alimenter la réflexion réciproque sur ces questions-là, pour mieux comprendre justement comment on peut tirer profit. Moi, je suis toujours un peu méfiant sur
idée de structuration, parce que ce que je crains, c'est que dans la structuration, si on n'écoute pas suffisamment les acteurs, on peut passer, enfin, avec de bonnes intentions, on peut passer à côté de ce qui est pourtant primordial pour les acteurs et qui fait que finalement, on monte un projet qui passe à côté. Et donc, je pense que si j'ai un petit conseil à donner, c'est vraiment d'être à l'écoute des différents acteurs, pas seulement des mécaniciens, mais de tout le monde, pour vraiment comprendre que quelquefois, nous, tous au quotidien, on peut avoir des attitudes contradictoires, mais c'est vrai aussi dans ces quartiers-là, c'est vrai partout. Et ce qu'il faut, c'est quand il y a des endroits où on a des éléments qui nous permettent d'avoir comme ça des informations qu'on peut, j'allais dire, généraliser, savoir gré, par exemple, à ces études-là, précurseurs, notamment STEM, d'avoir permis justement qu'aujourd'hui, ça devienne une question nationale, parce que je pense qu'on n'aurait pas parlé de nos travaux sur les pratiques informelles si on n'avait pas mis l'accent sur la mécanique de rue, mais on n'a pas travaillé que sur la mécanique de rue, on a travaillé aussi sur des ateliers de réparation qui donnent par exemple les repères cafés ici et là, mais également sur l'ensemble de ce qui deviennent petit à petit aujourd'hui les ressourceries, etc. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on a pu identifier au travers des enquêtes qu'on a menées à partir des enquêtes sur la mécanique de rue. Mais il y a aussi une troisième chose, j'ai parlé tout à l'heure de l'alimentation. À côté de l'ensemble des ateliers que vous verrez dans n'importe quelle ville, il y a tout un secteur de sous-traitants qui viennent alimenter pour manger, et puis tous ceux qui viennent récupérer les déchets qui sont valorisables et qui donc de fait constituent également un microcosme économique qu'il ne faut pas perdre de vue dans les solutions qui sont à envisager. Parce que c'est aussi tout ça qui fait partie de la ressource du territoire qu'il est bon de prendre en compte pour que vraiment, quand on travaille sur un développement des territoires, on parte réellement de l'ensemble des richesses du territoire. Voilà. Tout à fait, et c'est des choses qu'on partage très largement au RTES. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite entre autres à revisionner le premier webinaire qu'on a mené sur le sujet économie informelle et économie sociale et solidaire, qui était mené avec Claude Sicard du Polès et Fatima Mostefaoui du collectif Avec Nous, où justement on mettait en évidence tout l'intérêt de s'appuyer sur les collectifs, et notamment les collectifs d'habitants et du territoire, pour travailler sur ces sujets. Je rebondis aussi sur le sujet de l'alimentation. On a une personne du GRDR qui nous indique, Roberta Bocca, qui nous indique qu'au GRDR, il travaille aussi sur une recherche-action autour de l'alimentation en ce moment à Grigny. Je pense que c'est vraiment un sujet que l'on traitera dans un prochain rendez-vous. Donc, personne du GRDR, car je sais que vous êtes plusieurs participants aujourd'hui, je reviens vers vous à ce sujet. Voilà. Encore un grand merci vraiment à tous, à Boundia et Valentin Perrino, et puis Coralie Moignot, Valérie Grémont et Laurent Barelier pour vos témoignages. Et on fera un retour sur cette visioconférence, comme sur toutes celles qu'on mène. Je pense qu'Abou, vous nous enverrez votre diaporama. Oui, exactement. Et puis comme ça, on pourra partager aussi vos coordonnées aux uns et aux autres. J'ai vu aussi que Laurent Barelier et Valérie Grémont de Pleine Commune les ont partagées si vous souhaitez avoir des informations sur le PIA de Stein. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à vous et à bientôt. Au revoir.